Des troubles sociaux dans les rues de la capitale française, les manifestants affirment que la seule façon de briser le cycle du chaos est qu'Emmanuel Macron démissionne. Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, ce n'est que le début d'un long combat sur qui paiera le prix de la réforme. La France a perdu son troisième Premier ministre en moins d'un an. Le gouvernement français vient de s'effondrer parce qu'il est en train de faire faillite. La dette nationale explose et les agences de notation dégradent le pays. La France n'a pas seulement atteint le plafond de la dette, elle y a lancé un saut. La crise menace sérieusement le président Macron et pourrait déclencher des élections anticipées. Pendant ce temps, les tensions entre la France et l'Union européenne ne cessent de croître chaque jour. Elle accuse la France de dépenses imprudentes, ce qui pourrait nuire à la monnaie euro et au marché commun européen. Alors la question se pose, pourquoi tout cela arrive-t-il ? Et quelles seront les conséquences de cette crise ? Commençons par examiner le cœur du problème de la France, à savoir sa dette nationale croissante. Il est utile de comparer la France à l'Allemagne, qui partagent la même monnaie, le même bloc commercial et un niveau économique similaire. Comme le montre le graphique, la France et l'Allemagne avaient en 2008 une dette inférieure à 70% du produit intérieur brut et étaient au même niveau. Ensuite, l'Allemagne a choisi les tableurs et la France a choisi les croissants et l'ambiance. C'est-à-dire que les deux pays ont suivi une trajectoire radicalement différente depuis lors. À ce jour, la dette de l'Allemagne reste sous 70% du produit intérieur brut, tandis que celle de la France atteint presque 120%. Il n'y a rien de mystérieux ici. Chaque année, le gouvernement français dépense plus qu'il ne gagne, entraînant des déficits et une dette croissante. En fait, la dernière fois que la France a eu un budget équilibré, c'était il y a plus de 50 ans. Il devrait arrêter d'appeler ça un déficit et commencer à parler d'un choix de vie. Mais une chose est sûre, l'addition finit toujours par arriver. Pour la France, la facture s'élève à 335 milliards d'euros, soit près de 4000 milliards de dollars. Et pour comprendre à quel point c'est grave, il faut regarder le marché obligataire. C'est essentiellement là que les gens achètent et vendent la dette publique émise par des pays comme la France. Le taux d'intérêt obligataire reflète la confiance envers le gouvernement. Lorsque les investisseurs achètent des obligations dans un pays financièrement stable, ils acceptent un taux d'intérêt plus bas. Mais lorsqu'ils achètent des obligations dans un pays risqué, ils veulent un taux d'intérêt plus élevé en compensation. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. Et il est clair que la prime de risque de la France augmente chaque jour. Le taux des obligations d'État françaises à 10 ans est de 35%. En Allemagne, il n'est qu'à 27%. Dans le cas des obligations d'État, la différence de 80 points de base est énorme. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais lorsqu'on parle de milliers de milliards de dollars de dettes, cela commence à s'accumuler et à se composer très rapidement. Maintenant, pour mettre les choses en perspective, les obligations à 10 ans de la France sont plus chères que celles de la Grèce, qui s'élèvent à 34%. La Grèce est tristement célèbre pour être le pays le plus risqué de la zone euro pour prêter de l'argent, car elle a connu une énorme crise de la dette il y a quelques années à peine. Aujourd'hui, les investisseurs semblent davantage faire confiance à la Grèce qu'à la France. Le prix s'en ressent. Cette année, la France va payer 66 milliards d'euros rien qu'en intérêts, soit environ 78 milliards de dollars américains. C'est plus de 2% du produit intérieur brut, soit plus que le budget de la France pour l'éducation ou pour la défense. Ce qui, honnêtement, fait de l'Amérique, mais avec du meilleur pain. Mais si rien ne change, dans seulement 4 ans, ces paiements d'intérêts deviendront la plus grande dépense du gouvernement français. Sans exception. Pour les étrangers, il semble très clair ce que la France est censée faire. Il faut équilibrer ce fichu budget, dépenser moins et taxer davantage. Je suis sûr que Dave Ramsey en serait fier. Mais au lieu de ça, ils ne font qu'aggraver la situation. En 2024, le gouvernement français avait un déficit de 58% du produit intérieur brut. Et cette année, il sera probablement de 54%. Continuez comme ça encore quelques années. Et la dette nationale atteindra un niveau où la France ne pourra tout simplement plus la réduire. C'est vraiment le scénario cauchemardesque. Les paiements d'intérêts pourraient obliger le gouvernement français à continuer de s'endetter de plus en plus. À un certain moment, le marché obligataire perdra confiance et le taux d'intérêt augmentera encore davantage. Cela conduit à un cercle vicieux avec plus de dettes
et des taux plus élevés, ce qui pourrait mener le pays à la faillite. Mais heureusement, bien sûr, cela peut absolument être évité, et la France n'est pas encore à un point de non-retour. Mais les analystes financiers prennent certainement ce scénario au sérieux. Les agences de notation ont baissé la note de la France, Fitch Ratings l'ayant rétrogradé de AA à A+. Cela paraît positif, mais sur le marché obligataire, ce n'est pas le cas. Cette décision place la France bien en dessous de ses pairs. Cela indique aussi au monde financier que la France présente plus de risques pour les prêts. De grands fonds de pension et assureurs pourraient délaisser les obligations françaises, préférant les pays mieux notés pour plus de sécurité. Et cela signifie que si la demande pour les obligations françaises s'assèche, cela ne fera qu'aggraver la situation des taux d'intérêt. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question évidente. Pourquoi tout cela se passe-t-il en France ? Après tout, c'est un pays riche, avec un produit intérieur brut par habitant supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Il n'est pas raisonnable d'inonder le pays de dettes. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Désormais, le gouvernement français peut accuser la crise financière de 2008, le Covid ou la crise énergétique récente. Et pour être juste, ce sont tous de bons arguments. Beaucoup de création de dettes a eu lieu pendant ces années, avec un déficit de 74% en 2009 et un déficit de 89% en 2020. Maintenant, selon l'économie keynésienne, les gouvernements devraient s'endetter pendant les crises, surtout pour offrir un tampon. En France, la dette de ces crises n'a en fait jamais disparu. Au contraire, le ratio dette produit intérieur brut n'a cessé d'augmenter en raison de l'État-providence propre à la France. Le gouvernement verse des revenus aux pauvres, offre un filet de sécurité, accorde des pensions et finance soins de santé et éducation. C'est similaire à la sécurité sociale et médicale aux États-Unis, mais bien plus généreux. Bien sûr, je ne veux pas donner l'impression d'être quelqu'un qui dit que tout cela est mauvais. Mais au bout du compte, quelqu'un doit payer pour cela, car l'argent doit bien venir de quelque part. Bien sûr, le peuple français adore cela, parce que cela fait partie de leur contrat social français unique entre le gouvernement et le peuple. Mais le prix à payer est énorme. En France, les dépenses publiques représentent environ 57% du produit intérieur brut. On pourrait dire que le gouvernement contrôle plus de la moitié de l'économie, ce qui ressemble moins au capitalisme et davantage à une forme de socialisme doux, avec un budget pour le vin. Comparez cela aux États-Unis, où les dépenses publiques représentent 36% du produit intérieur brut, et cela en combinant les dépenses fédérales, des États et locales. Le gouvernement français doit collecter beaucoup d'argent pour se permettre tout cela. La plupart du fardeau repose sur les travailleurs. 47% du coût du travail va au gouvernement sous forme d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales pour les employés et les employeurs. En gros, les Français travaillent pour payer le gouvernement le lundi, le mardi et le mercredi matin. Et en plus de ça, si vous avez un emploi très bien rémunéré, vous devez payer bien plus que ça. Avec des impôts et cotisations dépassant la moitié de votre revenu. Il y a aussi une taxe sur la valeur ajoutée de 20% sur la consommation, avec plusieurs exceptions. Les entreprises payent un impôt de 25% sur leurs bénéfices en France, plus une contribution sociale de 33% si elles sont grandes. Bien sûr, tout cela semble beaucoup, mais ces impôts ne suffisent toujours pas à financer tous les programmes proposés par le gouvernement. Et c'est ce qui pousse le pays à s'endetter. La majeure partie de cela revient au système de retraite français, qui est incroyablement coûteux. Un quart de toutes les dépenses publiques est consacré uniquement aux retraites, soit environ 420 milliards d'euros, ou 14% du produit intérieur brut. C'est plus que ce que la France dépense pour l'éducation, la défense, les transports publics, la recherche, la justice et les infrastructures réunies. En plus de tout cela, le coût a augmenté très rapidement. Sur le dernier billion d'euros que la France a emprunté en dette, 50% sont allés aux retraites. Maintenant, dans le bilan, le gouvernement français essaie de cacher cela du mieux qu'il peut. Par exemple, une partie des dépenses pour l'éducation sert en réalité à payer la retraite des enseignants, c'est-à-dire les pensions. Il en va de même pour les dépenses de défense, dont un 6e est consacré aux pensions des soldats retraités. C'est une astuce comptable utile pour atteindre l'objectif de dépenses de l'OTAN de 5%. Mais cela n'aidera pas contre la Russie. À moins
bien sûr, que la menace de 10 000 soldats retraités ne soit une nouvelle forme de dissuasion militaire. Une chose est claire cependant, le système de retraite français est fondamentalement défaillant. Cela remonte à sa création. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la France, comme beaucoup d'autres pays, a décidé de créer un système de retraite par répartition organisé par l'État. Cela signifie que les personnes qui travaillent actuellement paient pour celles qui sont actuellement à la retraite. En 1960, aucun problème. À l'époque, 100 personnes en âge de travailler n'avaient à soutenir que 18 retraités. Mais aujourd'hui, en France, 100 personnes en âge de travailler doivent à soutenir 36 retraités. Les raisons pour lesquelles la situation est devenue incontrôlable sont la baisse du taux de natalité en France et le vieillissement de la population. Mais en réalité, les problèmes démographiques de la France ne sont même pas si graves comparés à d'autres pays développés comme l'Allemagne ou l'Italie. Pourtant, les dépenses liées aux retraites sont devenues totalement incontrôlables en France, encore plus que dans ces autres pays. Cela s'explique par un phénomène unique du système de retraite français, particulièrement généreux. La retraite d'État obligatoire permet aux retraités de toucher jusqu'à 50% du revenu de leurs 25 meilleures années. Oui, elle est également indexée sur l'inflation. Actuellement, le montant maximal que les retraités peuvent percevoir est plafonné à 47 000 € par an, soit environ 56 000. C'est supérieur au produit intérieur brut par habitant du pays. Mais en plus de cela, les gens reçoivent des pensions professionnelles obligatoires, ce qui peut porter le revenu à 70 ou 80% de ce qu'ils touchaient pendant leur carrière. Mais cela ne vient pas de l'État, mais d'un compte individuel séparé. Cela reste tout de même un bel avantage. De nombreux retraités ont aussi un plan de retraite personnel sur le site. Si vous additionnez tout cela, les retraités français ont maintenant un revenu relatif plus élevé que les adultes en âge de travailler. En France, la retraite n'est pas une sortie mais une promotion. C'est le seul pays au monde qui a cela, et cela crée beaucoup de problèmes. Les adultes en âge de travailler ont besoin de revenus pour acheter une maison ou fonder une famille. Aujourd'hui, 20 ans après, 88% du coût du travail des actifs va aux retraités. Pendant ce temps, les adultes en âge de travailler en France peinent à cause de la crise du coût de la vie. Autre chose qui n'a pas vraiment de sens, c'est que les Français prennent leur retraite très tôt. Et je sais que c'est un sujet controversé. Nous ne devrions pas fixer l'âge de la retraite. Mais plus les gens partent tôt, plus cela coûte au gouvernement. En France, les gens partent à la retraite bien plus tôt qu'ailleurs. Vous voyez ? Dans les années 1980, le président français a abaissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Depuis, il est passé à 62 ans, puis plus tard à 64 ans. Il a récemment provoqué d'importantes manifestations à Paris, comme nous l'avons évoqué sur cette chaîne. Cependant, 64 ans reste bas selon les normes internationales. En Allemagne, l'âge de la retraite est déjà à 65 ans et sera bientôt à 67 ans. Ici, aux États-Unis, ils vont jusqu'à 67 ans. La raison est assez simple, les gens vivent plus longtemps. Il n'y a pas assez d'argent pour financer des retraites plus longues. Et clairement, la France n'a pas non plus l'argent pour cela. Avec une espérance de vie de 83 ans, les gens auraient 19 ans de retraite, ce qui devient beaucoup trop coûteux. Mais relever l'âge de la retraite ou réduire les prestations pour les retraités est politiquement impossible. Tout le monde aime l'idée de prendre une retraite anticipée avec une pension gouvernementale confortable. La majorité vote pour garder le système de retraite, notamment les baby-boomers. Mais d'un autre côté, les gens ne veulent pas financer le système de retraite avec des taux d'imposition ou des cotisations sociales encore plus élevés. C'est la version fiscale du « je veux des applis, mais je veux aussi manger du gâteau ». Cela ne laisse au gouvernement qu'une seule option, et c'est la dette publique. À terme, cela cause des problèmes qui sont tout simplement beaucoup trop importants. Comme l'a dit un jour avec sagesse l'ancien Premier ministre français Michel Rocard, le problème des retraites suffit à faire tomber plusieurs gouvernements. Il avait parfaitement raison, car c'est exactement ce qui se passe depuis quelques mois. Alors parlons de la crise politique. Les problèmes liés à la dette nationale et au système de retraite se sont transformés en une énorme crise pour Macron. Pour comprendre cela, il faut d'abord voir comment fonctionne la politique française, car elle diffère des autres pays. La France a un système multipartite, avec pas mal de partis politiques à gauche, à droite et au centre. L'Assemblée nationale, organe législatif le plus puissant, compte 577 membres élus dans autant de circonscriptions. Vous pouvez le comparer au Congrès des États-Unis. Pour faire adopter des lois,
un gouvernement a besoin d'au moins 287 sièges dans cette assemblée. Les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, sont désormais nommés par le président, chef de l'État. Ce président est choisi lors d'une élection nationale distincte. Officiellement, le président ne s'implique pas vraiment directement dans l'élaboration des politiques, mais en pratique, il est au cœur de la politique française, éclipsant les premiers ministres. Emmanuel Macron est président de la France depuis 2017. Il fait partie du parti Renaissance, qui est un parti majeur au sein de la coalition centriste Ensemble. Il était très puissant au début, mais en 2022, sa position a beaucoup faibli. Il a gagné sa deuxième présidentielle, mais son alliance a perdu plus de 100 sièges aux législatives. Cela signifiait que Macron ne pouvait pas faire adopter de loi seul, et devait faire des compromis avec d'autres partis. Puis, en 2024, le pire scénario s'est produit pour le président Macron. Lors des élections européennes cette année-là, la France a choisi ses représentants à l'Union européenne, et le Rassemblement national a largement battu l'alliance de Macron, obtenant plus du double de voix. Pendant ce temps, la popularité de Macron chutait fortement. Les sondages variaient. En 2024, 60 à 70% des Français désapprouvaient le président. Puis Macron a pris une décision très inattendue. Quelques heures après les résultats des européennes, il a dissous l'Assemblée nationale et déclenché des élections anticipées. Peut-être pensait-il qu'il pourrait profiter du sentiment anti-rassemblement national. Mais au final, les élections anticipées n'ont fait qu'empirer la situation pour sa présidence. Son alliance a perdu 86 sièges supplémentaires, chutant à 159 sur 577. La nouvelle alliance du Front populaire de gauche est devenue la plus grande, avec 180 sièges. Le Rassemblement national de droite a remporté 142 sièges, le plus grand nombre. Ces résultats ont créé une situation impossible. Ni la gauche, ni le centre, ni la droite n'avaient assez de sièges pour une majorité, mais personne ne voulait travailler ensemble. Macron a ensuite admis que les élections anticipées avaient accentué les divisions à l'Assemblée nationale au lieu d'apporter des solutions au peuple français. Après les résultats des élections, la première ministre Attal a démissionné. Macron a nommé Bernier comme nouveau Premier ministre. Il n'est resté en poste que quelques mois. Sa mission la plus difficile était de faire adopter le budget 2025 avant la date limite annuelle. La dette nationale était hors de contrôle, et le gouvernement cherchait à réduire le déficit de 60 milliards d'euros, environ 70 milliards de dollars. Mais la gauche et la droite n'ont pas soutenu le plan. Cela a conduit à un vote de défiance à l'Assemblée nationale en décembre 2024, le premier du genre, depuis 1962. Bernier a dû démissionner sans qu'aucun budget ne soit en vue. Après la chute, le président Macron a nommé le Premier ministre Broeuf. Pour ce travail impossible, afin de faire adopter le moindre budget, le nouveau gouvernement a utilisé l'article 493 de la Constitution française. Cet article permet au gouvernement de contourner l'Assemblée nationale et d'imposer une décision, ce qui a permis l'adoption du budget en février. Ce budget prévoyait 30 milliards d'euros de coupes et 20 milliards de hausses d'impôts. Ce n'était pas énorme, car cela n'a permis de réduire le déficit que de 58% à 54% du produit intérieur brut. Mais, comme c'est souvent le cas en politique, l'opposition n'était pas satisfaite lorsque Braille a tenté de faire adopter le budget 2026 avec 44 milliards d'euros de coupe. Il a été évincé lors d'un nouveau vote de défiance. Breu savait déjà qu'il serait évincé avant le début du vote. Il avait le taux d'approbation le plus bas d'un Premier ministre depuis 1958. Il avait un taux d'approbation digne d'une compagnie aérienne, de la nourriture d'avion et de l'avenir politique de MySpace. Cela montre à quel point les mesures d'austérité sont impopulaires en France. Mais Bréu a prononcé un dernier discours qui resterait dans les livres d'histoire, avec des mots très incisifs. Il a accusé les baby-boomers d'ignorer la dette. Il a dit « Nous avons brisé le lien de confiance entre les générations, le fondement même du contrat social. Les jeunes ont le sentiment d'être une génération sacrifiée, piégée dans une forme de servitude dont ils doivent être libérés. La vraie prise de conscience implique aussi que les générations plus âgées se réunissent pour alléger la dette que les jeunes devront rembourser. » Depuis l'automne, Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre, le 7e depuis le début de sa présidence. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne quittera pas la présidence avant la fin de son mandat en 2027. Mais la réalité politique est très mauvaise pour le président français, car sa coalition centriste a perdu énormément de soutien. Selon les sondages,
Le Rassemblement national mène avec 33%, suivi du Nouveau Front populaire à 25%. La coalition de Macron n'est qu'à 15% et les Républicains sont à 11%. Le Rassemblement national n'a plus aucune raison de coopérer et il souhaite de nouvelles élections anticipées dès que possible. La gauche vise aussi à consolider ses acquis et à réaliser des gains potentiels. Même si Emmanuel Macron ne déclenche pas d'élections anticipées, cette crise pourrait encore plus nuire à sa réputation. Les gens commencent à chercher une alternative, ce qui donne encore plus de soutien à la gauche et à la droite. Mais même si la gauche ou la droite arrive au pouvoir en France, le problème du déficit ne sera pas résolu. C'est parce que personne ne veut vraiment résoudre les problèmes de fond. Ils veulent juste le pouvoir. L'année dernière, avant les élections, le Nouveau Front populaire avait déjà présenté ses plans économiques. Ils veulent fortement accroître les dépenses publiques, avec des salaires plus élevés pour les fonctionnaires, des subventions au logement et plus de moyens pour santé et éducation. Ils veulent aussi abaisser l'âge de la retraite, au niveau d'avant, 2010 soit 60 ans. Pour financer ce programme, qui va coûter assez cher, ils souhaitent taxer les riches via l'impôt sur la fortune et prélever de l'argent aux grandes entreprises. D'ici 2026, ils prévoient de récolter 150 milliards d'euros de cette manière. Selon les mots d'un socialiste français, ils veulent prendre de l'argent dans les poches de ceux qui ont les moyens de le donner. Et ils veulent en dépenser la majeure partie parce que réduire le déficit n'est pas leur priorité numéro 1. Ce programme économique a provoqué l'indignation, ses critiques le jugeant illusoire. L'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international a déclaré que cela pousserait les entrepreneurs à faire leurs valises et à quitter le pays. Mais la raison pour laquelle tant de personnes soutiennent un plan économique socialiste aussi radical est très compréhensible. L'inégalité des richesses augmente en France, les personnes âgées accumulant beaucoup de capital. Les emplois ne paient tout simplement plus comme il y a 60 ans. Cela conduit alors à un autre phénomène, à savoir la richesse héritée. En France, 60% des richesses sont héritées, un chiffre en forte hausse. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros, soit plus de 10 000 milliards de dollars, seront transmis en héritage aux enfants, l'héritage atteignant 20% du produit intérieur brut. C'est formidable quand vos parents sont riches, mais quand votre héritage n'est pas aussi important, vous avez un gros problème. Surtout si vous êtes co-taxé jusqu'à l'os. Cependant, tout le monde ne soutient pas les impôts sur la fortune. Le Rassemblement national, autre prétendant au pouvoir, bénéficie aussi d'un large soutien. Un de ses députés l'a même promis. Nous ne laisserons pas le déficit devenir incontrôlable. Nous n'utiliserons aucune marge de manœuvre que la France n'a plus. Et nous romprons avec 50 ans de déficit systématique. Cependant, lorsqu'on regarde la solution qu'ils proposent, il n'est pas clair comment ils vont y parvenir. Ils proposent notamment de supprimer des niches fiscales et de réduire la bureaucratie. Ils souhaitent aussi diminuer les aides sociales pour les immigrés et limiter l'accès aux centres d'asile coûteux, une mesure populaire auprès du public. Ils veulent aussi réduire les dépenses liées aux politiques climatiques. Ils souhaitent aussi des réductions de l'Union européenne sur leurs contributions. Mais ce n'est pas là que va réellement la majeure partie de l'argent du gouvernement. Cela concerne les pensions pour les personnes âgées. Dans ce domaine, le Rassemblement national ne fera aucun compromis, du moins pour un temps. Ils ont aussi proposé de ramener la retraite à 60 ans, mais précisent désormais que ce serait seulement pour ceux ayant déjà travaillé 40 ans. Une chose est claire, aucun grand parti ne veut baisser les dépenses de retraite, et ceux qui le proposent chutent dans les sondages. Mais il y a tout un aspect de l'histoire que nous n'avons pas encore abordé. Et c'est la relation de la France avec l'Union européenne, qui se détériore rapidement. Vous voyez, toute la dette créée en France est libellée en euros, une monnaie utilisée par 20 pays différents. La France appartient aussi au marché unique européen. Avec 26 autres pays, parce qu'ils dépendent tous les uns des autres, l'Union européenne a établi plusieurs règles pour protéger la monnaie et le marché, dans un traité appelé Maastricht. Ils ont fixé le déficit maximal à 3% du produit intérieur brut, et la dette nationale à 60% du produit intérieur brut. Il y a eu des changements à ces règles, car en période de crise économique, les pays peuvent avoir un déficit supérieur à 3%. Et lorsque les pays dépassent la règle des 60% de dette par rapport au produit intérieur brut, ils doivent seulement réduire la dette nationale progressivement. Mais alors que plusieurs pays ont respecté ces règles, comme l'Allemagne et les Pays-Bas,
certains pays les ont tout simplement ignorés. Cela a autrefois conduit à la crise économique de la zone euro, où plusieurs États membres ont vu leur dette devenir incontrôlable. Ils ont dû recevoir de l'aide des autres pour éviter l'effondrement. Cela a failli briser le projet de l'Union européenne, car les pays aux finances saines n'aimaient pas renflouer les pays en difficulté. Pour éviter que cela ne se reproduise, l'Union européenne a renforcé sa surveillance et lancé la procédure de déficit excessif, avec des sanctions potentielles contre les pays qui ignoraient la règle des 3%. Aujourd'hui, les pays ignorent encore la règle, la France étant l'exemple principal. Le pays utilise des dépenses publiques massives, qui dépassent largement les normes de l'Union européenne. C'est pourquoi l'Union européenne a récemment lancé cette procédure de déficit excessif contre la France, affirmant que la dette de la France crée un risque élevé à moyen terme. Théoriquement, l'Union européenne pourrait maintenant exiger que la France paie une amende à d'autres pays. Cela ne s'est jamais produit auparavant, et cela n'arrivera probablement jamais en raison des conséquences politiques. Il existe un réel risque que la France suive le Royaume-Uni et quitte l'Union dans ce qu'on appelle le Frexit, car les pays n'aiment pas vraiment être contrôlés par d'autres. Mais l'Union européenne ne peut pas rester les bras croisés. La France, de la mienne, deuxième économie de l'Union européenne, doit respecter les règles, sinon personne ne le fera. L'Italie a une dette représentant 135% de son produit intérieur brut, et l'Union européenne exige qu'elle la réduise. Mais si la France ne le fait pas, l'Italie ne le fera pas non plus. La Pologne a aussi déclenché une procédure de déficit excessif de la Union européenne, avec un déficit de 66% du produit intérieur brut en 2023. Eux non plus ne veulent pas ralentir. Leur argument est que leurs dépenses déficitaires sont un excellent outil pour stimuler la croissance économique et l'investissement, et qu'ils peuvent en moins se le permettre sans problème d'endettement à long terme. Néanmoins, des dépenses excessives pourraient entraîner de graves problèmes à l'avenir, surtout si la France se retrouve en crise financière. L'Union européenne ne laisserait jamais la France faire faillite, car cela provoquerait l'effondrement du marché européen et de l'euro. Mais en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et dans d'autres pays, l'opinion publique pourrait se retourner contre la France et l'Union européenne en général. Après tout, pourquoi avoir une monnaie commune et un marché commun si d'autres continuent de causer des problèmes ? Donc, cette question de la crise de la dette française est très importante, tant pour l'avenir de la France que pour celui de l'Europe. Un effondrement n'est pas encore imminent, mais si les problèmes ne sont pas résolus, cela pourrait devenir très, très grave. Pour un observateur extérieur, cela peut paraître étrange. Les gens ne voient-ils pas que leur gouvernement fait faillite ? Ne peuvent-ils pas accepter que des coupes, notamment sur les retraites, seront nécessaires ? Maintenant, ces questions semblent raisonnables, mais le fait est que le même problème se produit partout dans le monde. Aux États-Unis, le déficit était de 64% du produit intérieur brut l'an dernier, plus qu'en France. Et le ratio dette, produit intérieur brut de l'Amérique, est également plus élevé qu'en France, à 119%. La raison est simple, cela vient des importants plans de dépenses adoptés par les deux parties. Il y a un problème similaire en Europe du Sud, où ils luttent avec la même chose. Des pays asiatiques comme le Japon connaissent aussi des problèmes de déficit et de dette, c'est universel. Parfois, on se demande, à qui devons-nous toute cette dette ? Alors, terminons avec la célèbre citation de Thomas Sowell, qui explique cela assez bien. La première leçon de l'économie, c'est la rareté. Il n'y a jamais assez de quoi que ce soit pour satisfaire tous ceux qui le désirent. Mais la première leçon de la politique, c'est d'ignorer l'économie. Et la deuxième leçon, c'est de blâmer le précédent.